Est-ce que vous avez des problèmes de contrôle? Est-ce que vous voulez tout contrôler? Parce que dans ce cas spécifique, j'ai une solution parfaite pour vous. Lancez juste une fusée. Lors du lancement, vous ne pouvez rien contrôler. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les professionnels. Tout se passe tellement vite que ça ne sert à rien de mettre un humain dans la boucle. Même les astronautes, quand il y en a, sont simplement là en passager. Et tout au plus, ils peuvent activer l'éjection d'urgence ou un autre système de sauvetage critique. Les fusées se contrôlent elles-mêmes, avec des systèmes de contrôle qui peuvent réagir beaucoup plus vite qu'un humain, de manière à ce qu'on ne se rende même pas compte des actions incessantes qui sont effectuées pour cela. Et aujourd'hui, on va voir comment ces systèmes contrôlent la fusée, et on va même l'appliquer sur une vraie fusée, que vous pouvez lancer au C-Space ou ailleurs. Bon, avant d'aller dans le cœur du sujet, on va rester très terre à terre. Il y a plein de manières de contrôler l'attitude d'une fusée. Oui, j'ai bien dit attitude et non pas altitude. L'attitude, c'est donc l'orientation de la fusée. Et c'est exactement ce qu'on cherche à contrôler. Une des méthodes qui vous viennent tout de suite à l'esprit, c'est les ailerons. Les ailerons, on les retrouve dans les avions et les missiles, et ça utilise l'aérodynamique pour diriger la fusée. Plus simplement, ça utilise l'air qui circule autour d'eux. Mais il existe aussi, principalement sur les grosses fusées et les avions de combat, ce qu'on appelle la poussée vectorielle, c'est-à-dire que le moteur s'incline pour pousser d'une certaine manière, ce qui entraîne la rotation de la fusée. Ça existe sur les moteurs liquides, mais ça existe aussi sur les moteurs solides, avec des joints en métal et en caoutchouc qui permettent de faire uniquement bouger la tuyère du moteur. C'est très compliqué en amateur, mais pas impossible. On en reparlera assez rapidement dans une autre vidéo. Vous pouvez aussi mixer la poussée vectorielle et les ailerons pour faire ce qu'on appelle des jet vanes. En fait, c'est des ailerons dans la flamme du moteur. C'est une solution très métal, qui était d'ailleurs utilisée dans les V2, donc c'est pas tout jeune. Mais tout ce dont on vient de parler, on ne peut pas les utiliser en dehors de la microfusée. Car si votre système se casse, bloque ou bug, votre fusée elle devient incontrôlable. Et les fusées incontrôlables, c'est pas autorisé hors de la microfusée. Dans cette vidéo, on va parler des systèmes que vous pouvez faire voler de manière raisonnable. Bon, déjà j'ai menti, vous pouvez utiliser les ailerons, mais seulement pour contrôler le roulis. Le roulis, c'est la rotation de la fusée sur elle-même. Et les règles au C-Space, la campagne nationale de lancement française, sont très claires. Votre système ne doit pas pouvoir mécaniquement contrôler autre chose que le roulis. Donc vous pouvez relier tous les ailerons ensemble, ou encore plus simple, utiliser une seule surface de contrôle sur un aileron. Mais vous avez aussi une option encore plus simple, un volant d'inertie. Un volant d'inertie fonctionne de manière très contre-intuitive. Si vous tenez un moteur qui fait tourner une masse à une certaine vitesse dans votre main, il ne se passe rien. Le volant tourne à une vitesse constante et il va continuer de tourner. Il n'agira sur rien. Pour que vous ressentiez la moindre chose, il faut l'accélérer ou le freiner. Là, on va ressentir une force au niveau de la main. C'est l'action du volant d'inertie. Et c'est souvent mal compris, car c'est l'ajout ou le retrait de la vitesse du volant qui applique une force. Donc c'est l'accélération du moteur qui agit. Donc si vous avez une fusée qui tourne sur elle-même et que vous voulez l'arrêter, le volant va démarrer, atteindre une vitesse nécessaire pour que la fusée stoppe son roulis, et le volant tourne maintenant à une vitesse constante. Et si la fusée a un aileron qui est un peu tordu, eh bien l'énergie du roulis augmente toujours dans le temps et le volant d'inertie, il va être obligé d'accélérer et continuer d'accélérer pour empêcher le roulis. Donc un volant d'inertie, ça ne fonctionne pas très longtemps et il faut une bonne masse et un bon moteur pour avoir un maximum d'énergie disponible car sinon vous allez saturer le moteur très vite. Car à un moment, le moteur a atteint sa vitesse maximale et il ne pourra donc plus accélérer. Bon, je sais qu'on est encore qu'au début, mais on va faire une petite digression. Il existe aussi un cousin du volant d'inertie qui n'a pas ce problème de saturation. C'est la roue de réaction. Le principe de la roue de réaction est assez intriguant, et il est encore plus compliqué à comprendre que le volant d'inertie. Alors, tenez-vous bien. Quand vous faites tourner un gyroscope sur son axe, il a tendance à vouloir rester dans sa même position. Donc maintenant, la question c'est,
Si je prends ce gyroscope et que je lui mets un moteur pour qu'il tourne toujours à la même vitesse, est-ce que je peux m'agripper à ce gyroscope pour tourner autour? C'est le principe. Mais quand vous appliquez une force sur un gyroscope, il se passe des choses étranges qu'il faut prendre en compte. Chaque action crée une action opposée. Le gyroscope n'est pas ancré comme par magie. Vous transmettez une force dans le gyro qui va le faire réagir. Et là, il se passe des choses pas intuitives. Si vous appliquez une force pour faire tourner un gyro, votre force sera appliquée à 90 degrés dans le sens de rotation. C'est l'effet gyroscopique. Tous les véhicules qui possèdent des hélices comme les avions et les hélicoptères doivent prendre en compte ce phénomène. Donc quand vous voulez aller tout droit en hélicoptère, vous commandez votre rotor pour qu'il penche sur la droite et l'effet gyroscopique vous fait pencher en avant. Oui, c'est très contre-intuitif. Et c'est absolument pas négligeable. Si vous utilisez ce principe, vous pouvez faire des roues de réaction qui ne satureront pas, mais vous devez les actionner précisément pour éviter qu'elles n'agissent hors du plan de roulis. Je suis sûr qu'un jour quelqu'un va essayer de lancer ça au C-Space, et ce sera épique, alors s'il vous plaît faites en sorte que ça arrive. Bref, on a dit qu'on voulait faire un truc simple, donc c'est la fin de cette digression. Bon, donc on retourne à notre volant d'inertie, avec un seul moteur, et on va essayer de le faire marcher. Bon déjà, il faut qu'on ait un volant d'inertie. Je vous conseille de l'usiner sous une forme de tube en acier ou en inox avec un tour à métaux. Vous pourrez aussi le faire fabriquer, notamment sur le site usineur.fr. Un conseil, plus votre fusée est fine, plus le moment d'inertie est faible. Et inversement, plus votre volant d'inertie a un grand diamètre et est lourd, plus son moment d'inertie est grand. Vous voulez que le volant ait un maximum d'énergie par rapport à la fusée. C'est pour ça que Bellissama était un javelot. On va ensuite utiliser un moteur brushless, un moteur qui fonctionne avec 3 câbles différents, comme les moteurs de drone. Je vous conseille d'acheter des moteurs pour robots, qui ont généralement un couple plus grand et un trou au milieu. Ce trou, il sert à faire passer des câbles et de prendre le diamètre le plus grand possible à l'intérieur de votre fusée. Vous devez vous demander aussi pourquoi on a mis le moteur sous le volant d'inertie. La raison principale derrière ce choix, c'est pour limiter le risque que lors du décollage, le volant d'inertie, qui est très lourd, se fasse arracher ou bloque le moteur. Vous pouvez alors utiliser un roulement à billes en haut du volant et le laisser dans une liaison glissante. Donc même si le volant bouge un peu verticalement, ça n'impactera pas son fonctionnement. Petite digression. Votre volant moteur devrait être équilibré, et le roulement à billes ne devrait pas avoir à supporter une charge importante. Vous pouvez donc utiliser un roulement à billes à la place d'un roulement conique par exemple. Ensuite, vous connectez les 3 câbles des 3 phases à un ESC en faisant attention à ne pas intervertir les phases et à bien accrocher les câbles pour éviter qu'ils ne déchirent les pattes du moteur. Un ESC, ou Electronic Speed Controller, est un composant qui permet de contrôler le moteur brushless à partir d'une commande de vitesse envoyée en PWM ou Pulse Width Modulation. Le PWM, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Mais pour faire simple, il s'agit d'un moyen de contrôler des servomoteurs en envoyant des impulsions de longueur différentes en fonction de la commande qu'on veut envoyer. Vous allez aussi devoir prendre des ESC bidirectionnels qui sont capables de faire marche avant et marche arrière. Vous pouvez en trouver assez facilement pour le modélisme de bateau et ils sont assez puissants aussi. Bref, donc de cet ESC en sort 4 câbles. 2 pour l'alimentation de l'ESC vers sa propre batterie, oui, car ce système consomme beaucoup de puissance. Et très rapidement. Donc je vous conseille de mettre des gros câbles et une batterie qui est capable de délivrer beaucoup de courant rapidement. Nous avions pris des LiPo 4 cellules à plus de 130 C et nous les avons associés avec un BMS pensé pour ce courant. Alors ces C, ça représente la capacité de la batterie à délivrer un fort courant sans se détériorer. Et entre votre batterie et votre ESC, je vous conseille d'avoir un interrupteur pour éviter que votre volant s'active quand vous ne le voulez pas. Oui, car un volant d'inertie, ça peut très facilement vous blesser de manière très grave. Du côté du PWM, on le connecte à un port PWM de la TINSI 4.0, et on relie bien la masse de l'ESC à la masse de la TINSI, sinon le signal PWM ne fonctionnera pas. Je vous recommande fortement de connecter la batterie du volant d'inertie à un port de la TINSI pour connaître son état de charge avec un pont diviseur de tension. Calculez bien votre pont diviseur, sinon vous n'allez plus avoir de microcontrôleur. D'ailleurs, prenez-vous un peu de marge, la TINSI elle est très sensible. Alors, vous devez vous demander pourquoi une TINSI? Eh bien car la TINSI a une vitesse de calcul absolument indécente, et aussi car on pouvait utiliser le RTOS dessus.
Alors le RTOS, ça veut dire Real Time Operating System, ce qui veut dire que la Teensy boucle toujours à la même vitesse. Vous allez donc avoir des actions toujours avec le même pas de temps, et vous allez voir que ça va nous être très utile après. Nous, on utilisait ChibiOS pour la Teensy 4.0. Et oui, si vous voulez utiliser une carte SD, il va falloir s'inspirer de l'exemple qui utilise les cartes SD, car c'est horrible à faire fonctionner avec un RTOS. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Et on commence à avoir un petit univers vidéoludique, c'est pas mal. Enfin, la Teensy est reliée à un gyromètre, par exemple un MPU 6050 ou MPU 9250. Et pas gyroscope, car c'est pas des gyroscopes. Ce qu'ils mesurent vraiment, c'est la vitesse de rotation, pas la position. Voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et enfin, avec la batterie de la Teensy, on a toute la chaîne qui est représentée ici. Maintenant, on va pouvoir modéliser et simuler tout le système complet. Ok, on va parler d'un truc dont on parle quasiment jamais sur YouTube. En tout cas, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler ici. On va parler de la modélisation des systèmes. Vous savez, quand on dit qu'on modélise, ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'on crée un modèle qui représente ce que l'on veut faire. Mais c'est jamais exactement les mêmes. Votre objet virtuel, il n'a pas la texture ou la forme exacte de votre objet réel. Eh bien c'est pareil pour tout, y compris quand on modélise un système plutôt qu'un objet. On va devoir simplifier énormément de choses pour pouvoir ensuite le simuler. Pour simuler un système, il faut commencer par comprendre ce qu'il se passe dans votre système. Et pour se simplifier la tâche, on va utiliser un schéma bloc. Visualisez une boîte noire, juste un rectangle. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Dans ce rectangle, vous pouvez avoir une, deux, autant de sorties que vous voulez, et autant d'entrées que vous voulez. Mais on va rester sur une de chaque. En entrée, on va mettre la commande, l'ordre qu'on envoie à notre système. Et en sortie, on va mettre l'état du système. Cette boîte maintenant représente le système. Il prend en entrée un ordre et en sortie l'état du système. Et on appelle cela une fonction de transfert. Une fonction de transfert est une équation qui représente un système de manière linéaire, de manière donc simplifiée et approximée. Et en ce moment, vous n'avez aucune idée de la forme de la fonction de transfert qui représente votre système, sachant que ça change pour chaque fusée. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est de poser des équations et de faire des hypothèses pour déterminer exactement la fonction de transfert qui va représenter tout ça. La fusée, elle est contrôlée uniquement en roulis, donc on ignore tout ce qui n'est pas dans l'axe de roulis, on applique la première loi de Newton, somme des forces et somme des moments égale à 0, etc. Bref. Sauf que ce sera toujours qu'une approximation. Vous ne connaissez pas exactement le coefficient de frottement du moteur, ni son efficacité. Donc au final, vous aurez beau faire plein de maths et faire plein d'hypothèses, votre fonction de transfert ne représentera jamais à 100% la réalité. Mais si vous n'avez pas de moyen d'obtenir autrement cette fonction de transfert, vous allez devoir faire les maths. Mais dans ce cas-là, on peut s'en passer. Bon, il y aura toujours un tout petit peu de maths, mais pas beaucoup, vous allez voir. Car il y a deux manières d'obtenir une fonction de transfert. Soit on la calcule, soit on la mesure. Et pour cette seconde méthode, on va avoir besoin d'un banc d'essai. Enfin, banc d'essai. Vous avez deux types de bancs d'essai. Vous avez les bancs d'essai des gens qui ont trop de moyens, et vous avez les bancs d'essai des amateurs. Et ici, on est au niveau des amateurs plus, car le nôtre c'est principalement de la ficelle, de l'impression 3D et des roulements à billes. Et enfin, une cage d'escalier. Donc rien d'extravagant. Notre banc nous a coûté moins de 30 €. Donc voici la procédure d'essai. Vous mettez plusieurs étages de roulement à billes les uns dans les autres pour avoir le moins de frottement possible en rotation. Vous attachez la fusée en bas de ces étages de roulement de manière à ce qu'elle soit suspendue en dessous. Et enfin, vous attachez le haut de ces étages de roulement dans une cage d'escalier de manière à ce que tout soit suspendu et que la fusée ne touche pas le sol. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin.
Maintenant, je vous conseille un truc super important. Faites en sorte que les ports de programmation et que votre carte SD soient accessibles depuis l'extérieur de votre fusée sans avoir à tout démonter. Car nous, on n'avait pas du tout prévu ça. Donc à chaque fois qu'on devait changer le programme ou récupérer la carte SD, on devait tout démonter et tout remonter dans la foulée. Et ça devient très vite très frustrant. Bref, vous allez me dire, super, on a mis en place notre banc, mais en quoi ça va nous aider à calculer cette fonction de transfert? Eh bien maintenant, on peut injecter un ordre dans notre système de roulis et voir comment tout le système de la fusée réagit. Mais ça, on devra en parler dans la prochaine partie.